Les Wu, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus après leur mort, à titre posthume. Et là, l'histoire de Viviane Meier, c'est le cas. C'est une histoire qui est très atypique. C'est une photographe qui avait un sens de l'humour et de la tragédie très développé. Mais elle avait une vie qui la prédestinait pas forcément à faire l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui. The history of street photography is being rewritten. Viviane Meier. Viviane Meier. Viviane Meier. I've had more interest in this work than any other photographer. Viviane Meier est née en 1926 de son père Charles et de sa mère Marie, qui elle est née en France et émigre aux États-Unis en 1914. Elle a un frère qui s'appelle Charles, c'est une petite famille de 4. Ça a sa petite importance pour la suite. À l'âge de 3 ans, les parents de Viviane vont se séparer. Son frère Charles ira vivre avec les grands-parents paternels et Viviane, elle, ira vivre avec sa mère. C'est là où l'histoire commence à être intéressante pour nous. Viviane et sa mère vont être hébergées par une amie, Jeanne Bertrand, photographe professionnelle et reconnue, métier quand même très rare en 1930. Vers ses 6 ou 7 ans à peu près, Viviane, sa mère et son amie partent vivre dans le village natal de sa maman, Saint-Julien-en-Champsart. C'est quand même une étape un peu nouvelle pour Viviane. Elle va devoir apprendre le français, vivre à la campagne, loin de la ville. C'est quand même quelque chose de nouveau. On peut supposer que c'est à peu près dans cette période que Viviane va développer une passion pour la photographie. Étant accompagnée d'une photographe professionnelle, elle est déjà un petit peu dans le milieu. Est-ce qu'elle fait des photos? On ne sait pas. Mais voilà, je pense que le point de départ de sa passion pour la photographie vient de là. Sauf qu'en 1938, ils vont retourner aux États-Unis. On ne sait pas si c'est pour trouver un emploi plus stable ou pour des raisons familiales, mais en tout cas, ce sera l'occasion pour Viviane d'apprendre à connaître sa grand-mère maternelle, qui est en fait une nounou. Elle est gouvernante, elle s'occupe des enfants dans les familles un petit peu plus aisées. Sauf que quelques années après, en 1950, Viviane va retourner dans son village d'enfance. Elle va en profiter pour voir la famille du côté français, mais aussi pour se balader, découvrir la région et prendre des photos. C'est vraiment à partir de cette période où on retrouve les photographies les plus anciennes de Viviane, 1951-1950. En 1951, elle retourne à New York pour travailler. Mais elle va faire le travail de gouvernante, le même que celui de sa grand-mère. Et à partir de ce moment-là, elle sera très discrète sur sa vie personnelle et familiale. À 30 ans, elle déménage à Chicago, où elle est embauchée par une famille pour s'occuper de leurs 3 enfants. On est vraiment sur quelqu'un qui ne tient pas en place. Il faut savoir, Viviane, elle n'aimait pas forcément son métier. C'était pas quelque chose qu'elle faisait par passion. Et pourtant, c'est le métier qu'elle fera toute sa vie. Je pense que c'était plutôt un compromis. Ça lui permettait de passer beaucoup de temps dehors et de pouvoir s'adonner à la photographie en même temps qu'elle travaille. D'ailleurs, elle avait une façon assez atypique d'être gouvernante. Pour elle, peu importe l'âge, bébé ou pas, ça devait grandir dehors. Donc toute la journée, c'était les balades, les parcs, dans les rues. Et en vrai, cette philosophie, on comprend un peu pourquoi. Parce que ça lui permettait d'être beaucoup dehors et de pouvoir s'adonner énormément à la photographie. Dans les parcs, les rues, photographier les travailleurs, les mendiants, les handicapés, les pauvres, les riches, absolument tout ce qu'elle pouvait. Tout ça en pratiquant son métier. Viviane, là où elle était hébergée, chez les familles où elle travaillait, possédait sa propre salle de bain. Et en fait, elle l'a transformée en chambre noire pour pouvoir développer ses propres photos. Malheureusement, il y en a vraiment que très peu qui sont développées dans cette période-là. Il faut bien comprendre que Viviane, elle travaille beaucoup, mais elle se refuse rien pour la photographie. Elle est complètement libre. Elle va par exemple les emmener dans des quartiers malfamés, juste pour avoir une autre atmosphère, d'autres personnes à photographier. Ou alors la fois où un de ses enfants qu'elle gardait s'est éclaté en vélo, était inconscient au sol, et elle l'a photographié. En premier lieu, elle l'a pris en photo. C'est vraiment la première action qu'elle a faite. Après, il y a eu les secours, etc., mais elle a photographié l'ensemble de la scène. Après, chacun sa vision, hein, voilà. Mais il n'empêche que ça donne des photos qui sont très intéressantes. Elle entreprendra même un tour du monde de 6 mois avec l'accord de la famille où elle travaille, qui lui ont dit « Écoute, tu peux partir 6 mois, fais ton tour du monde, quand tu reviens, tu retravailles chez nous. » Vraiment, son travail artistique avait une place centrale dans sa vie. Elle travaillait pour subvenir à ses besoins, oui, mais ce qui l'importait, c'était la photo. Le petit détail dans l'histoire, c'est que Viviane Meier, elle a développé certaines photos dans sa chambre, comme je vous ai dit, mais elle n'était pas reconnue pour son travail. Elle n'était pas du tout professionnelle ou quoi que ce soit. Mais après, elle va décider de passer en couleur. Et à partir de ce moment-là,
ces négatifs ne seront ni triés, ni développés. Rien. Jusqu'à la découverte de son œuvre. Elle a ramassé tellement de négatifs qu'à l'un de ses entretiens d'embauche, elle dit « Je dois vous prévenir, je viens avec ma vie et ma vie, c'est beaucoup de cartons. » Ce à quoi la famille, relativement aisée, lui répond « Pas de souci, nous avons un grand garage. » Sauf que, elle est venue avec près de 200 cartons remplis de pellicules. Et ça, ils n'étaient pas forcément prêts. Alors Viviane, elle est atypique, sur plein de choses. Déjà, le fait de faire autant de photos sans forcément chercher à les développer. Ça, c'est assez étrange. Ensuite, dans son rapport aux autres. Viviane, elle était très discrète. Elle donnait par exemple jamais le même nom aux familles pour lesquelles elle travaillait. Même le magasin de photos où elle allait acheter ses pellicules, elle ne donnait pas vraiment son nom. Il y avait comme une envie de rester anonyme. Alors est-ce que ça expliquerait pourquoi son œuvre n'a jamais été publique? Je ne sais pas. Il y a un enregistrement audio qui explique une partie de sa vision de la vie où elle dit, je cite, « Rien n'est éternel. La vie est un cycle. On avance jusqu'au bout et à un moment, quelqu'un d'autre prend notre place. Il est temps pour moi de conclure et de retourner à mon travail. » Comme je vous ai dit, c'est un personnage un peu rempli de bizarreries et les personnes qu'elle a côtoyées, avec qui elle a travaillé, les enfants qu'elle a pu élever, ne sont eux-mêmes pas d'accord sur la personne. Certains la trouvent adorable, d'autres la trouvent très froide, certains rigides, d'autres très tendres. Ils connaissent même pas vraiment Viviane, ils considèrent qu'elle est née en France, alors qu'elle est née en Amérique. Certains ne connaissent même pas son nom de famille, d'autres l'orthographient de manière différente parce qu'elle sait présenter avec un orthographe différent. Il y a vraiment un désir de rester anonyme, ou en tout cas que les gens en sachent le moins possible sur elle. Et là, on arrive à une des meilleures parties de l'histoire, la découverte de son œuvre. Juste, on recontextualise, on est sur une nounou qui fait de la photo depuis près d'une quarantaine d'années, sans jamais chercher à la développer, qui n'est pas du tout connue. Et là, on est en 2009. Petit à petit, la vieillesse s'installe, elle travaille plus, et elle va malheureusement décéder le 20 avril 2009. Sauf que tous ces cartons, il fallait bien les stocker quelque part. Vous doutez bien que si elle les trimballe toute sa vie, c'est pas quand elle va plus travailler qu'elle va les abandonner. Pas du tout. Elle les a laissés dans un garde-meubles. En Amérique, le concept c'est très simple. Tu payes pour ranger tes affaires. Quand tu peux plus payer, on les vend aux enchères. Sur la fin de sa vie, avec quelques difficultés financières et la vieillesse, elle a arrêté de couvrir les frais des garde-meubles. C'est donc ce qui s'est passé. Ses affaires se sont retrouvées en vente aux enchères. Un certain John Maloof, qui est à la recherche d'illustrations pour un livre sur le quartier de Portage Park à Chicago. Et du coup, il va acheter 30 000 négatifs pour 400 $. Il faut savoir qu'un négatif, c'est 12, 24 ou 36 poses. Une pose, c'est une photo. Bon, ça, je pense que vous l'aviez. Pas de bol, il trouve pas du tout ce qu'il voulait. Mais il est quand même frappé par la beauté des photos. Il se dit tranquille, je range ça dans une armoire. Quelques années passent. Et à un moment donné, il a la bonne idée de les sortir, de scanner les négatifs, d'en développer certaines, enfin voilà, de les mettre sur un site internet. Et là, l'engouement, poum, explose. Les gens sont subjugués par les photos et l'œuvre de Viviane. Les visites sur le site internet explosent, il va même vendre certaines photos, certains négatifs, il commence à créer un business autour de ça. Sauf qu'à un moment, il y a un professeur en art qui prend contact avec lui et qui lui dit « Là, tu tiens une vraie œuvre entre les mains, ne fais pas n'importe quoi avec ça. » Dans la tête de John, il se passe plusieurs choses. La première, c'est qui cette photographe? Qui est la personne qui a pris ces photos? Est-ce que c'était une photographe professionnelle? Est-ce que c'était, je ne sais pas, une historienne? Est-ce que c'était une passionnée? Est-ce que c'était... Bref, il n'avait aucune information. Et à un moment, dans une des enveloppes, il retrouve un nom, Viviane Mayer. Il va alors le taper sur Internet, première recherche, rien. Quelques jours après, il réitère la même chose, et là, il voit un avis de décès, écrit par des enfants d'une des familles qu'elle a gardées. Et là, à ce moment-là, John Maloof, il a le point d'accroche pour remonter et essayer de comprendre qui est réellement Viviane Mayer. Parce qu'il a quand même essayé d'appeler la société de garde-meubles. Ils ont juste dit que c'était une vieille dame, elle ne payait plus, ils n'avaient pas d'informations. Au même moment, il va prendre contact avec l'organisme de vente aux enchères pour savoir qui était la personne et surtout pour savoir qui sont les autres acheteurs. Parce que quand il voit l'engouement, il veut récupérer un maximum de négatifs. Et il va réussir à en acheter à peu près 120 000 négatifs. Ce qui fait vraiment un nombre de photos colossal. À partir de là, il va faire deux choses. Chercher à en apprendre plus sur Viviane
et surtout développer les photos et les exposer. Il va même demander le soutien à des musées, mais étant donné que c'est pas lui qui réalise les photos, les musées lui apporteront pas de soutien. Il va donc le faire tout seul. À partir de ce moment-là, la mission pour John, ce sera de défendre l'œuvre de Viviane Maier, de l'exposer. Il va même réaliser un documentaire sur elle qui est très intéressant et que je vous invite à aller voir. Mais maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur Viviane, son histoire et son œuvre, on va remarquer qu'elle a écrit une lettre à la boutique de photos où elle faisait développer ses photos en France. En 10 ans, j'ai énormément de photos et certaines sont très très belles. Je souhaiterais qu'on les développe et qu'on puisse travailler ensemble malgré la distance. Chose qui ne s'est pas faite. Si on se concentre sur ces photos, c'est beaucoup de portraits et beaucoup d'autoportraits. Ils sont pris en contre-plongée, ça donne au sujet une certaine grandeur et supériorité. Et ça s'explique en fait par l'appareil qu'elle utilisait. C'était un Rolleiflex et en fait il se tenait au niveau de la taille. Et le capteur ne se mettait pas directement à l'œil, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre sa photo en étant directement ici. Ça permettait la discrétion et cet effet de contre-plongée. Et c'est marrant parce qu'il y a certaines photos où on voit que le sujet ne regarde même pas l'appareil, mais il regarde plus haut. En fait, c'est comme si Viviane faisait sa mise au point sur le sujet, elle le voyait, et au moment de déclencher, elle le regardait, et là, les deux regards se croisaient, elle prenait la photo, et en fait, nous, on avait juste le résultat du sujet qui regarde au-dessus d'elle. Ce qu'il y a d'intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'elle s'interdit rien. Elle photographie la richesse comme la misère, la pauvreté, la tristesse, la joie. Il y a beaucoup d'images qui sont très très fortes. Elle avait un grand sens de l'humour et aussi de la tragédie. C'était vraiment une artiste qui était accomplie, mais qui souhaitait en fait rester anonyme. Et ça, c'est fou. C'est vraiment fou, les gars. T'as un talent dans quelque chose, mais tu te dis non. Juste je fais et les gens découvriront ça ou ne découvriront pas. Ce n'est pas mon souci. Mais elle souhaitait être anonyme, mais tout en conservant quand même l'entièreté de son travail. Et sans même voir de résultats, parce qu'elle ne développait pas. Il faut savoir que notre chère Viviane, elle avait aussi une petite fascination pour les histoires tragiques. Tout ce qui va être meurtre, disparition, agression sexuelle, etc. Elle gardait des piles entières de journaux qui relataient des faits divers à ce sujet-là. Un petit peu comme une manière de dire « je vous l'avais dit ». Et ça, on peut le retrouver un peu dans les photos. Alors c'est très contradictoire, mais on est sur une personne qui est très en dehors de tout, anonyme, pas du tout proche avec les gens, mais par contre qui est fascinée par leur folie, leurs erreurs, et qui surtout réalise des photos qui sont très très immersifs et où elle est très proche des gens. Comme si son appareil photo, c'était le seul moyen de se sentir avec les autres, le temps d'une photo. En vrai, l'histoire de Viviane, je trouve qu'elle est quand même extraordinaire. Déjà, le personnage de Viviane, dans la vie de tous les jours, ça avait l'air d'être vraiment quelqu'un de chelou. Conserver les journaux comme ça, sur ces articles-là, ne pas donner sa vraie identité. Il y a un côté un peu fascinant chez elle, je trouve. Ensuite, en deuxième point, purement juste ses photos. Je trouve ces photos vraiment puissantes, belles, parfois touchantes. Il y en a énormément, du coup, mais il y a vraiment une esthétique particulière. Alors, ses proches disent que c'est très bien qu'elle ait été découverte à titre posthume, parce que sinon, elle aurait détesté ce côté célébrité et cette réussite. Mais moi, c'est l'histoire de la rencontre, en fait, le hasard. Le fait que John achète ces photos-là, les développe, les mette sur Internet et que l'engouement prenne. Ça tient à tellement peu de choses que ça aurait pu ne jamais arriver. Après, si je peux juste nuancer, outre le fait que John ait permis de rendre ça public et que je trouve ça génial, il y a quand même un truc où c'est pas son œuvre, c'est pas son projet, c'est pas directement l'artiste qui choisit les photos qu'il veut développer, comment il veut les développer, comment il veut gérer les contrastes, comment est-ce qu'il veut exposer son œuvre, etc. C'est une tierce personne qui n'est pas vraiment impliquée dans le projet. Ça en fait, je trouve, peut-être une œuvre à moitié, parce qu'un photographe prend énormément de photos et ne veut pas que toutes soient publiques, il va les sélectionner. Et là, Viviane n'a pas forcément eu ce choix-là, et en tout cas, c'était pas du tout elle qui fait la sélection. Donc ça en fait une œuvre incroyable, mais à moitié élaborée par Viviane, selon moi. Ce n'est que mon avis. Après, je crois que c'est un avis que partagent aussi les musées, parce qu'aujourd'hui, les musées ne veulent pas reconnaître cette œuvre, parce que Viviane n'a pas été au bout de l'œuvre. C'est pas tant le côté d'essai, parce que si on retrouve des tableaux qui sont signés et qui sont aboutis, les musées peuvent les reconnaître. Mais là, l'œuvre n'était pas finie. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré
à me renseigner sur ce sujet et voir toutes les informations. Dans un premier temps, j'étais fasciné par le personnage, voire même en admiration de son travail. Et plus je suis rentré en profondeur, plus j'ai vu des côtés un peu beaucoup plus sombres de la personne. Quand je vois les éléments que j'ai eus en regardant le film ou quoi, vraiment, il y a quelque chose qui n'était pas net chez Viviane, il y a quelque chose qui n'était pas logique. Mais en tout cas, ce personnage m'a beaucoup plu parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais fasciné au début. Et plus je suis rentré dans l'investigation, plus je me suis dit, ok, je suis fasciné, mais pas forcément que en bien. Il y a vraiment des comportements, des choses. Enfin, voilà, vous voyez bien, photographier l'enfant qui vient de tomber par terre, je ne sais pas si c'est hyper naturel, quoi. Aujourd'hui, je trouve ça très bien parce que John continue à défendre l'œuvre de Viviane et lui permettre de continuer de vivre au travers de son œuvre. Plus qu'un projet, il défend une vision, un art et une esthétique, celle de Viviane Maier. Voilà, c'est la fin de l'histoire sur Viviane Maier. Si jamais vous voulez qu'on en discute en commentaire, c'est avec grand plaisir. Il y a encore d'autres photos à aller voir qui peuvent être hyper intéressantes. L'œuvre, elle est quand même très très grande. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Ciao! Ok, coupé.